pas une question d'outils. Et c'est une question plutôt de l'alignement. On parlera un peu plus ce que c'est que l'alignement, qui est souvent fragile entre ce qu'on fait, ce qu'on est et ce à quoi on se sent vraiment appelé. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau lundi pro du RASO. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée du RASO, et je suis en compagnie d'Isabelle de Thuy. Bonjour Isabelle. Bonjour Delphine. Alors, ce soir, en effet, nous allons parler de notre vie professionnelle et peut-être au-delà, ça va justement être un des sujets de ce soir. Alors, peut-être un mini mot sur le RASO pour ceux qui peut-être ne nous connaissent pas encore ou pas beaucoup. Le RASO, c'est l'association des aînés et anciens guides scouts d'Europe. Nous avons pour mission de rassembler et d'animer cette communauté d'aînés et d'anciens afin d'aider chacun à être fidèle à sa promesse scout dans sa vie d'après uniforme et notamment dans sa vie professionnelle. C'est aussi là pour ça que qu'on est là ce soir. Et puis le RASO est là aussi pour soutenir le développement des guides et scouts d'Europe pour permettre à un maximum de jeunes de vivre et grandir par cette aventure scout. Parce que nous sommes convaincus qu'elle est, voilà, qu'elle porte beaucoup de fruits dans nos vies et dans l'entourage de tous ceux qui ont eu cette expérience scout et pour la société tout entière. Alors, ce soir, nous avons donc un lundi pro du RASO, une petite conférence qui va nous permettre de travailler un sujet qui interroge certains, qui travaille même certains, qui est celui, voilà, de l'approche qu'on peut avoir de la vie professionnelle, où il peut y avoir de plus en plus, et depuis quelques années, un petit mélange des genres entre mission, profession, vocation, avec voilà, des thèmes qui ne sont pas toujours très très clairs et qui peuvent donner l'impression que les espaces se confondent un peu, voire se chevauchent. Et donc c'est ça que nous allons voir ce soir avec Isabelle. Alors petite introduction plus précise du sujet. On peut se poser la question de qu'est-ce qui fait courir l'homme dans sa vie professionnelle? Est-ce que c'est la quête d'un revenu? Est-ce que c'est la recherche d'un statut? Ou un appel plus profond à accomplir une mission? L'entreprise qui, autrefois était tournée vers la seule rentabilité, voilà, avec une dimension assez capitaliste, propose maintenant des espaces de sens, de bien-être, des visions, on a des entreprises à mission, etc. Et puis, à l'inverse, dans le monde associatif, historiquement porteur de valeurs, ce monde associatif s'est professionnalisé, adoptant aussi les codes du marché, du privé. Alors, dans tout ça, où se loge la vocation? Comment distinguer ce qui relève du métier, du rôle social et de l'appel intérieur dans un marché du travail qui se tend? Notre invité nous propose un éclairage bienvenu. Alors, Isabelle, tu as été directrice des ressources humaines, tu vas nous le dire de manière plus précise. Tu es spécialisée aussi dans le talent management, tu es coach et tu es conseillère au TMLI, le Thomas More Leadership Institute, dont tu pourras nous parler aussi, qui est aussi une source pour toi dans cette conférence ce soir. Ce qui t'anime, c'est de mettre en lien les enjeux des personnes avec ceux de l'entreprise et d'accompagner tes clients dans les moments de transition de leur vie, lorsque les questions justement de sens, de vocation, de mission, d'équilibre et d'unité et d'authenticité s'invitent. Alors juste en introduction, on parlait d'unité de vie. On va en reparler certainement tout au long de la soirée. Alors, ce que je vous propose, c'est que on va faire cette petite conférence sous forme de discussion pour que ce soit un petit peu plus rythmé et un peu plus vivant aussi avec Isabelle. Mais n'hésitez pas à poser vous-même vos questions dans l'onglet questions et réponses qui est en bas de votre écran ou dans le chat. Je surveillerai. Si vous avez besoin qu'on éclaire un sujet, vous n'hésitez pas. Je pourrais faire repréciser Isabelle ou approfondir certaines notions si ça n'est pas assez clair pour vous. Voilà, ou si vous avez besoin d'un exemple plus concret pour bien comprendre la notion abordée. Eh bien voilà, l'introduction est faite. Isabelle, je vais commencer par la toute première question. Non, d'abord tu vas te présenter plus précisément, ce sera plus sympathique. Je te laisse la parole, Isabelle. Merci Delphine. Et donc, comme l'a dit Delphine, effectivement, je suis ex-DRH. J'ai exercé ce métier pendant près de 20 ans, surtout dans des grands groupes internationaux. Et aujourd'hui, je suis coach et consultante et j'accompagne depuis près de 10 ans des professionnels dans leur parcours professionnel, dans leur prise de poste, les changements de périmètre, mais aussi dans les situations complexes
de transformation que chacun de nous vit, de relations avec l'écosystème. J'accompagne des équipes aussi dans les situations aussi de transformation qui sont liées à leurs enjeux business, à leurs enjeux métiers, pour les aider à s'aligner sur une raison d'être commune, des objectifs partagés, à relever ensemble les défis et puis à voir comment mieux collaborer. Et donc, auparavant, dans mon métier de DRH, ce que disait Delphine, moi, j'ai beaucoup accompagné des personnes dans leur parcours professionnel, trouver le poste d'après, réfléchir à leur carrière, réfléchir à ce qui les animait, à ce qu'ils voulaient faire, et donc leur mobilité, leur réflexion. Et c'est ça qui m'a amené plus tard à me former au coaching et à être coach. Voilà, et mon parcours, il a été aussi très marqué par mon engagement scout. Louvette, guide aîné, je ne suis pas passée par les guides à mon grand regret, cheftaine de Louveteau à CDL, et puis cheftaine de groupe quand mes enfants ont grandi, commissaire de district et maintenant dans l'équipe nationale formation pour former les formateurs sur justement leur posture de formateur, sur leur leadership dans le TTC, donc qui forme les formateurs. Et voilà, et je suis aussi bénévole au TMLI qui forme au leadership intégral. Et c'est vraiment ces deux espaces où la question de l'articulation entre la vie professionnelle, la vie de foi, l'engagement au service des autres est posée vraiment sérieusement. Où cette question d'unité de vie est aussi très importante. Et pour moi, ce double ancrage entre le monde de la performance managériale, le monde de l'accompagnement humain, m'a confrontée à une question qui est très souvent celle que j'entends chez les gens que j'accompagne, comme chez moi d'ailleurs. Pourquoi certaines personnes qui sont très compétentes, qui sont très bien formées, qui ont fait de bonnes écoles, qui sont très humaines, avec des valeurs profondes, s'épuisent dans leur travail. Tandis que d'autres, avec une charge comparable, semblent complètement portées par ce qu'elles font. Et ce que j'ai découvert petit à petit et que je continue à découvrir, c'est que ce n'est pas une question d'outils. Et c'est une question plutôt de l'alignement. On parlera un peu plus que c'est que l'alignement, qui est souvent fragile entre ce qu'on fait, ce qu'on est et ce à quoi on se sent vraiment appelé. Dans le titre, Isabelle, dans le titre de cette conférence, d'espaces qui se chevauchent entre mission, vocation, profession. Est-ce que, selon toi, enfin, pourquoi ce sujet résonne-t-il particulièrement aujourd'hui dans un contexte à la fois de mutation du travail et de quête de sens? Mmh. Alors d'abord, c'est vrai que ces 3 mots, ou on en rajoutera peut-être un autre, on les confond toujours. Ce que tu disais tout à l'heure, et puis on les mélange et parfois on le fait un peu exprès aussi. Mais pour moi, en fait, il y a 3 choses qui font que c'est un sujet qui est particulièrement important aujourd'hui. D'abord, il y a la grande remise en question post-Covid. Quand on s'est retrouvés confinés les uns et les autres, on a regardé notre travail de manière différente. On a observé notre vie professionnelle un peu de l'extérieur. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont dit ce que je vois me plaît pas beaucoup, en fait. La façon dont je travaille, la façon dont on me fait travailler me convient pas. Et il y a eu vraiment des prises de conscience. Je veux plus faire ce que je fais, ou en tout cas plus comme ça. J'ai redécouvert ou découvert que ma vie peut être vécue différemment, que ma famille a une place. Et voilà, donc ces prises de conscience, elles ont amené à se poser de manière plus accrue ces questions. Le deuxième, c'est ce qu'on voit un peu partout, c'est vraiment le plus en plus le management par le sens. Et c'est une très bonne chose de se dire, en fait, on va donner du sens à ce qui se passe. Et c'est devenu presque aussi un outil de performance. C'est là où ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça que les entreprises ont compris de manière parfois très sincère, et tant mieux, que c'est un bon outil, puis parfois de manière un peu plus cynique, en se disant, on sait bien qu'un collaborateur qui trouve du sens à son travail, il va être plus engagé, il va être plus créatif, il va être plus fidèle. Donc, il y a eu un peu une prolifération des raisons d'être, des missions d'entreprise, des valeurs partagées. Alors, c'est un progrès réel, il faut s'en réjouir, mais c'est aussi un risque réel à la fois. Moi, quand j'ai travaillé chez Saint-Gobain, on me dit un jour, on est en train d'écrire les principes de comportement et d'action. Et je me dis, c'est marrant ça, mais ça n'existait pas. Mais bien sûr que si, ils existent depuis toujours, mais on ne les avait jamais écrits. Et comme c'est une entreprise qui donne vraiment du sens pour de vrai, il n'y avait presque pas besoin de les écrire. Voilà, et puis le troisième phénomène, il est peut-être plus générationnel aussi.
Les nouvelles générations d'actifs, elles refusent le contrat implicite, tu sacrifies ta vie personnelle, tu es bien payé. Ben, en fait, on n'a plus envie de ça. Ils veulent que leur travail soit aligné, avec des valeurs, qu'ils permettent leur développement, qu'ils contribuent à quelque chose qui compte. Et ils veulent, ce que j'ai pu observer, vivre aussi un engagement personnel fort, aussi à l'extérieur, avoir cette place. Donc, pas tout donner à leur travail. Et c'est pas un caprice, c'est vraiment une anthropologie qui est différente du travail et qui rejoint beaucoup de convictions. Donc moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est la question du sens. Elle arrivait il y a 15 ans, plutôt vers 45-50 ans. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Ben, aujourd'hui, on se la pose plutôt à 35-40, on se la pose même plutôt même 30-35. Qu'est-ce que je fais après mes années de conseil? Après, il n'y a plus de sens à ce que je fais. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est pas enclenché par une crise, par quelque chose de raté, mais au contraire, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, mais je ressens rien. Il se passe rien pour moi. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est ça le signal le plus clair d'un désalignement vocationnel qui est très présent. Voilà, puis il y a pas mal d'études qui montrent il y a près de 50% des jeunes générations qui refusent un projet qui est en désaccord avec leurs valeurs personnelles. Ils osent le faire. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne chose. Il y en a aussi à peu près la même proportion, 45%, qui ont choisi un employeur plutôt sur la base de la raison d'être de l'entreprise, plutôt que de lui de la rémunération. Donc on est vraiment dans cette recherche de sens, dans cette recherche de cohérence entre le discours et les pratiques de l'entreprise. Puis enfin, si on regarde un peu la tradition chrétienne, Saint José Maria, qui est vraiment le saint du travail ordinaire, il disait lorsqu'un chrétien accomplit avec amour les tâches les plus ordinaires, ce qu'il fait déborde de transcendance divine. Et bon, moi, je trouve que c'est quelque chose qui doit nous habiter, de se dire comment le Seigneur s'invite dans mon métier, dans ma profession, de ce que je suis en train de faire, quel est le regard que je porte là-dessus. Et c'est ce qu'on cherche vraiment à faire de plus en plus. Et c'est plutôt une bonne chose, en fait. On a commencé à s'immerger déjà dans le sujet. On va peut-être prendre un petit peu de hauteur pour bien poser les bases. Et Isabelle, euh, tu vas nous donner quelques repères philosophiques et anthropologiques, notamment voilà, pour bien aborder les différentes notions, les notions fondamentales de cette conférence. On parle de travail, on parle de vocation, on parle de mission, on peut parler de charisme aussi, de don. Est-ce que tu peux nous aider à distinguer ces différentes notions? Je vais essayer de vous donner quelque chose de bien clair. D'abord, moi, je voudrais vous dire que je parle vraiment de quelque chose que j'ai vécu dans mes années de DRH, mes années de conseil et d'accompagnement. Et j'ai souvent observé, ce qu'on observe tous, hein, que les personnes les plus efficaces, c'est pas forcément celles qui sont les plus brillantes. C'est pas forcément c'est celles qui sont le plus engagées. Bah, c'est plutôt celles dont l'activité professionnelle est la plus ajustée à ce qu'elles vivent profondément. Et la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le travail est bon. Enfin, le travail a été fait pour nous, il est bon, il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors qu'on a vraiment envie de l'ensevelir sous un tas de choses, de process. Ben non, le travail est bon pour nous et Dieu l'a créé pour nous. Et puis le travail au sens large, c'est vraiment l'activité par laquelle on transforme le monde et ce faisant, on se transforme soi-même. C'est Jean-Paul II le dit, il formule vraiment une distinction fondamentale entre la dimension objective du travail, ce qu'il produit, ce qu'on produit quand on travaille, qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on offre, quels sont les produits finis, et puis la dimension plutôt subjective, ce qu'il fait à la personne. Et c'est cette dimension subjective qu'on a trop longtemps ignorée. Le management a laissé de côté uniquement, comme tu le disais tout à l'heure, Delphine, aller sur la performance. Qu'est-ce qu'on a produit? Mais on n'a pas plus regardé cette dimension subjective. Et elle revient au centre des préoccupations. Et encore une fois, c'est une très bonne chose. Le travail, c'est pour nous une manière, et c'est important aussi de bien le saisir, d'être co-créateur du monde. Le monde n'est pas terminé, la création n'est pas terminée, et Dieu nous attend pour co-créer, pour continuer cette co-création. Après, pour aller sur ces mots de profession, vocation, ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont vraiment utilisés parfois de manière assez interchangeable et on les mélange.
Donc moi, si je voulais donner une définition, la profession, c'est l'activité qu'on exerce. C'est le métier, c'est la fonction, c'est le rôle. Et elle se définit par des compétences reconnues, une identité sociale, une rémunération aussi qui va avec, c'est le faire. Elle répond à la question: qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? C'est vraiment ce que je fais, l'action. Ça, c'est la première chose. La vocation ou la vocation professionnelle, elle vient vraiment du latin vocare, appeler. Je suis appelé à quelque chose. Ça désigne ce à quoi on est profondément ajusté. Alors c'est pas, pour le coup nécessairement un métier précis, parce que ça c'est plutôt ce qu'on a vu au-dessus, mais c'est plutôt une direction d'être, un mode d'action, dans le monde qui nous ressemble profondément et qu'on choisit pas entièrement. Cette vocation, on l'a pas forcément choisie. On l'a pas choisie d'ailleurs. C'est vraiment le service qui me traverse. On la découvre petit à petit, autant qu'on la construit petit à petit. C'est qu'est-ce que je professe? Qu'est-ce qui me traverse? Et elle répond en fait à la question: qui je suis profondément, à quoi je suis le mieux ajustée. Moi, ma vocation professionnelle, quand j'ai essayé de l'écrire, pour moi, c'est, éclairer pour transformer. Prendre soin et éclairer pour transformer. Parce que c'est vraiment, ce que je trouve au cœur de ma profession, mais c'est aussi ce qui m'anime moi personnellement. Et un DRH à côté d'un autre n'aura pas la même vocation professionnelle. Mais ça peut être aussi aider au discernement, aider à révéler l'autre. Et en fait, on va aller la chercher à partir de nos expériences très concrètes. Mais en fait, c'est ce fil conducteur qu'on va pouvoir prendre de plus en plus, qu'on va choisir pour donner le meilleur de nous-mêmes. La mission, elle est plus comment dire? Contextuelle. Elle est délibérée. C'est vraiment une contribution spécifique, que je choisis d'apporter dans un moment précis. La mission, c'est pas une mission de toute une vie comme la vocation professionnelle qui s'incarne complètement dans notre vie, mais c'est quelque chose que je choisis à un moment donné, à partir bien sûr de ce que je suis, de ce que je sais faire. Je vais pas faire, une mission de bénévolat, d'infirmière si je suis pas formée à ça. Et vraiment là, elle répond à la question: «À quoi est-ce que je consacre mon énergie? Pour qui et pour quel impact?» Ça, c'est plus précis, c'est plus contextualisé. Et en fait, si on regarde un peu ces trois choses-là, ces 3 professions, vocation et mission, on peut les visualiser comme 3 cercles. La profession, c'est la plus visible. C'est vraiment, voilà, c'est l'action. La mission, c'est ce qu'il y a de plus intentionnel et la vocation, c'est sans doute ce qu'il y a de plus profond. C'est souvent le moins conscient, mais c'est le plus structurant, en fait. Et le sujet de ce soir, c'est précisément la tension qui se crée quand les 3 cercles ne s'alignent pas. Quand en fait, oui, j'ai une profession, mais je ne peux pas vivre ma vocation professionnelle et que je ne suis pas dans une mission qui me ressemble. Dans la tradition chrétienne, il y a le même niveau de précision. La vocation universelle à la sainteté, elle correspond à la direction profonde. Les vocations particulières, mariage, vie consacrée, ça en est l'expression. Et la vocation professionnelle, c'est le thème central de beaucoup de saints, mais entre autres Saint José Maria, qui est la façon dont chacun est appelé à servir Dieu et les autres à travers son travail ordinaire. Et quand on parle de vocation professionnelle, c'est pas forcément un travail professionnel rémunéré, ça peut être aussi mon rôle au sein de ma famille. Donc c'est pas un vocabulaire qui est réservé aux religieux, c'est vraiment une anthropologie du quotidien. Après, on a évoqué aussi le charisme. Le charisme, c'est encore autre chose, c'est le don qui est pour le service de la communauté. C'est quelque chose qui m'appartient pas, qui me traverse, qui est plus grand que moi et qui a été donné pas qu'à moi, à beaucoup d'autres et à moi qui l'ai reçu, de le vivre et de le faire vivre. Voilà pour ces définitions. Pour éclaircir justement un peu, enfin, creuser cette distinction entre les différentes notions, est-ce qu'il est possible de faire cette distinction, en d'autres termes, soit, le faire et l'être? Ouais, le faire et l'être, en fait, c'est une distinction qui est dans mon rôle d'accompagnement, qui est vraiment au cœur de la plupart des crises de sens que j'accompagne. Parce que c'est vraiment elle a une traduction, managériale directe. Dans les cultures dont on a parlé, très, des organisations très orientées performance,
on finit toujours par se confondre avec sa fonction. On se présente, je suis DRH, je suis directeur commercial, je suis comptable, super, mais on ne dit pas ce qu'on est. Et alors cette fusion, c'est facile, c'est efficace. On a besoin effectivement de ces mots et c'est pas à proscrire, mais en fait, c'est ce qui va mobiliser l'énergie, qui va créer l'identité, mais c'est fragile parce que quand la fonction n'existe plus, c'est l'identité entière qui peut s'effondrer. Et c'est ce qu'on croise pour des gens, alors pas forcément des gens qui sont au chômage ou qui sont à la retraite, mais c'est aussi des gens qui, dans leur entreprise, n'ont plus de mission, n'ont plus de place, n'ont plus. Et là, leur identité s'effondre et c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Ce que dit Jean-Paul II, toujours, c'est que l'homme, je lis la citation, accomplit lui-même à travers son travail davantage en étant qu'en ayant. Et c'est vraiment cette formulation, mais elle rejoint vraiment ce qu'on entend et ce qu'on observe, que les leaders les managers les plus durables sont ceux qui ont un ancrage identitaire qui précède et qui dépasse leur rôle organisationnel. Alors, ce que j'entends par ancrage identitaire, ça veut dire qu'ils n'ont pas que des repères dans le travail, mais ils ont des repères familiaux, ils ont des repères spirituels, culturels, ils savent qui ils sont et ils savent faire l'unité. Et ça, au scout que nous sommes ou que nous avons été, enfin que nous sommes toujours, cette unité de vie, c'est vraiment ce qui nous parle, ce qui nous habite. Et quand on est uniquement dans le faire, cette unité, elle est compliquée. Et dans les accompagnements des personnes en transition, c'est toujours ce travail qui prime. D'abord, ancrer la personne, qui je suis, ce que je suis profondément, comprendre ce qui m'anime, ce qui fait ma singularité, avant d'aller discerner ce qu'on doit faire. Sinon, en fait, si on reste dans le faire, le risque, c'est de passer éternellement d'un poste à un autre, d'une entreprise à une autre, sans jamais trouver de satisfaction à ce qu'on vit. Enfin, pas complètement, parce qu'on sait bien que, et ça comme DRH, je l'ai vu souvent, que contrairement à ce que beaucoup croient, c'est pas la rémunération qui nous motive. Enfin, pas que. Bien sûr qu'on travaille pour vivre, pour gagner de l'argent, mais pas que. Et donc, ça va au-delà. Et on peut vraiment, en réfléchissant à ça, ouvrir un vrai chemin de transformation parce qu'on découvre ses forces et ses vulnérabilités. Tradition philosophique ou chrétienne, et tu en parlais tout à l'heure en parlant du fait que l'homme est co-créateur du monde, le travail est souvent lié à une forme de participation à une œuvre plus grande. Alors, est-ce que cette vision est-elle, voilà, est-ce qu'elle est encore pertinente aujourd'hui dans un monde du travail souvent dominé par la performance et la rentabilité? Et voilà, comment on peut la vivre justement dans ce monde-là? En fait, moi, il me semble qu'elle est non seulement pertinente, mais elle est en pleine renaissance. En fait, on avait un peu oublié ça. On avait un peu oublié que la performance et la rentabilité, c'est pas ce qui nous anime. Et ça arrive sous des nouvelles formes. On découvre les concepts de stewardship leadership. C'est le leader comme gardien, comme intendant, celui qui va prendre soin de ce qui lui est confié et qui va tâcher de le rendre encore meilleur que des indications, mais qui prend soin. Et ça, on en entend parler de plus en plus dans beaucoup d'écoles de management. Et il suppose qu'on ait une vision du travail qui dépasse sa personne, qui dépasse juste moi, ce que j'ai envie de faire, mon ambition. Je suis au service de quelque chose qui me précède et qui me survivra. Et ce renversement, il produit des résultats mesurables en termes d'engagement, de rétention, mais même d'innovation aussi. Parce qu'on a envie de créer quelque chose de plus grand encore. Après, il y a aussi la loi Pacte, cette loi de 2019 qui a institutionnalisé en France la tendance à être entreprise à mission. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 entreprises qui ont fait ce pas. Et ça, c'est pas des gadgets non plus. Pour celles qui le prennent vraiment à cœur et avec sérieux, mais vu le travail que ça demande, je pense que c'est le cas. Et ce sont vraiment des signaux que la logique du sens est entrée dans la gouvernance. Bon, alors ensuite, je pense qu'il faut faire attention quand même à pas tout confondre. Participer à quelque chose de plus grand, ça ne devrait pas être un argument pour une dévotion totale à l'entreprise. Le travail, c'est une contribution parmi d'autres. C'est pas la source exclusive de sens. La tradition chrétienne le sait.
Et on dit qu'il faut qu'on va sanctifier le travail de l'intérieur, ce qui suppose qu'on ne s'y noie pas. Et on en revient encore à cette unité de vie, à l'ordre qu'on va mettre dans les choses. Quel est l'ordre dans ma vie? À chacun de se poser cette question-là. Mais quand le travail devient le centre, le cœur, il y a peut-être des questions à se poser, en fait. Et voilà, et ça aussi, ça part de mon observation, des gens que j'accompagne. Les gens qui sont plus efficaces sur le long terme, c'est pas ceux qui se donnent le plus à leur travail, mais ce sont ceux qui ont un ancrage personnel qui est suffisamment solide pour pas en dépendre entièrement. Le travail les nourrit sans les définir, et c'est en fait c'est cette liberté intérieure qu'on garde qui nous permet de prendre des risques, de traverser des crises parce que forcément on en traverse, de rebondir aussi parce que on n'a pas mélangé l'identité travail et l'identité personnelle. Selon la vision chrétienne du travail qui est issue de la doctrine sociale de l'Église, incite les chrétiens et évidemment plus particulièrement les scouts, à Mmh. donner du sens à leur vie professionnelle, voire à envisager leur métier comme une véritable mission. Ouais, bah, en fait, moi, quand moi, je me raccroche beaucoup à la loi scout. D'abord, on sait et c'est elle qui va nous répondre, en fait. Bah, d'abord, chaque scout ou guide sait qu'il voit dans le travail comme un don de Dieu. Ça, c'est déjà une première chose. Il sait que ses talents lui sont donnés par le Père, et que le travail lui permet de participer à la co-création, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, ben, le scout voit dans la nature, l'œuvre de Dieu, et par son travail, il contribue à l'œuvre de Dieu. Et en fait, c'est à ça qu'on est appelé. Et notre loi scout, c'est pour ça aussi qu'être scout s'inscrit dans notre vie professionnelle, heu, parce qu'on y contribue complètement. Le il y a aussi cette notion de servante leader donc qui se développe là depuis quelques années déjà. Le leader au service des équipes et non l'inverse. C'est devenu l'un des concepts qui est les plus cités aujourd'hui. Et pour les scouts qui sont engagés dans le monde professionnel, bah, cette convergence, elle n'est pas anodine. Les compétences qu'on a développées quand on était dans notre vie scout, animer une équipe qui est hétérogène, hein, quand on était CP, du plus petit au plus grand, sans autorité formelle, parce qu'on n'est pas, bien sûr, on a un rôle de CP, mais c'est un service qu'on rend. C'est pas une distinction, c'est pas de motiver sans rémunération. Les chefs ne sont pas payés dans le travail qu'ils font. S'adapter à des conditions qui sont parfois pas faciles. Bah, c'est exactement les compétences que les organisations cherchent chez les leaders, quels qu'ils soient. Moi, quand j'ai beaucoup recruté et quand j'avais en face de moi 2 CV avec, bah, c'est pareil, une évidence, mais avec un qui avait fait du scoutisme, bah, en fait, mon choix était pas très difficile. Je savais qu'il y avait ce sens de l'engagement, je savais qu'il y avait ce sens de la réalité et du service et voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui raisonnent comme ça. Et la doctrine sociale de l'Église, elle apporte aussi une fondation anthropologique à ce modèle. Jean-Paul II affirme que les laïcs ont pour vocation propre de chercher le royaume de Dieu en gérant les réalités temporelles. Les réalités temporelles, c'est le travail. Donc c'est une mission qui est vraiment confiée aux baptisés dans le monde professionnel. C'est pas une aspiration floue, mais comment je vis mon baptême dans ma vie professionnelle. Et puis, il y a une dimension qui est plus large, qui dépasse le seul registre chrétien. Les personnes qui ont une vie de service hors du travail, qui sont secouristes, qui sont bénévoles, qui sont engagés dans des associations, qui ont des responsabilités communautaires, ils développent une robustesse de leur identité que seul le travail ne peut pas produire. Et elles savent bien qu'elles sont bien au-delà de leur fiche de poste, qu'elles sont bien autre chose que ça. Et d'ailleurs, les managers, et là on sort de toute considération religieuse, mais qui se perçoivent comme au service de leurs équipes, elles obtiennent des collaborateurs qui sont bien plus engagés. Elles obtiennent des collaborateurs qui sont bien plus fiables, qui sont bien plus présents. Et puis, bah, on sait bien que l'efficacité managériale la plus durable, elle passe par l'effacement de l'ego,
En fait, je cherche pas à montrer, qui je suis, mais je cherche à donner, à apporter le sens qui me traverse. Et voilà, et quand j'accompagne des équipes, les patrons d'équipe qui acceptent de pas, donner tout cru, la stratégie qu'ils ont écrite en chambre, tout seuls, qui acceptent de co-construire et du coup de se faire challenger, de prendre le risque que leurs collaborateurs, soient pas d'accord avec eux, apportent d'autres idées, aillent dans un chemin qu'ils n'avaient pas entrevu du tout. Bah, ceux-là, en fait, ils ont vraiment, ils ont vraiment ce sont vraiment des autorités au sens de faire grandir, pas de celui qui, impose, mais qui fait grandir, ceux qui sont ses collaborateurs. Les repères dont on a parlé, travail, vocation, mission, est-ce qu'ils sont immuables, universels, ou bien est-ce qu'ils sont un peu tributaires d'une vision de l'homme et de la société qui évolue? Parce qu'en effet, ce sont des, voilà, c'est vraiment des, on a une vision de l'homme et de la société qui change au fur et à mesure. Ouais, la vision effectivement, elle change, mais le fond anthropologique, l'être humain comme un être de sens, en quête, d'ajustement, entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Il existe depuis toujours et je ne crois pas beaucoup avancer en me disant que c'est présent depuis toujours, de toutes les époques et dans toutes les cultures. On a toujours cette recherche de sens, mais elle va s'exprimer de manière différente et les formes qu'elle prend, évoluent. Sur sur, sur la jeune génération, ben, il y a beaucoup de gens qui disent: «Oh là là, ils sont pas très engagés, dans leur travail, dès qu'on leur pose, en entretien de recrutement, ils demandent combien ils ont de jours de RTT». Moi, je crois pas du tout à ça. Je pense que c'est pas tellement le sujet. Mais en fait, ce qu'ils refusent, c'est un peu peut-être, je le dis avec beaucoup de délicatesse, mais peut-être que ce que d'anciennes générations ont accepté de, le sacrifice, pour le travail, une espèce de sacrifice anonyme, sans sens clair, au profit d'une organisation en plus qui rendait pas forcément de compte. Alors c'est pas il faut pas généraliser, il y a toujours eu des entreprises où, le sens était présent et il y a toujours eu des gens qui ont compris le sens à donner à leur mission, mais il y a eu quand même pendant pas mal d'années cette espèce on doit se sacrifier pour son travail. Et donc ce qu'on cherche aujourd'hui, pas que les jeunes, hein, de plus en plus, c'est vraiment un engagement intense mais conditionnel. Je me donne pleinement si je comprends pourquoi je le fais. Si la promesse qu'on m'a faite est tenue, si l'organisation est cohérente avec ce qu'elle dit. Et pareil, la tradition chrétienne, fait une distinction décisive que je vois souvent dans les accompagnements, que j'applique dans les accompagnements, c'est le sacrifice subi ou le don choisi. Tu employais le mot de don tout à l'heure. Bah, dans le travail aussi, il y a une forme de don, mais encore, faut-il en connaître la limite. Et quand on parlait de vocation, la vocation que l'on vit, elle génère en fait une paix. Elle nous demande un effort, mais elle génère de la paix, de l'énergie et qui est bien plus loin que uniquement la performance. Et donc, parfois, c'est une distinction que le management a du mal à formuler, heu, mais que les données valident, en fait. Ce qu'on voit et ce que j'ai beaucoup croisé, c'est que, le burn-out, souvent, dont on parle beaucoup, il n'est pas dû à une surcharge de travail. C'est pas parce qu'on enfin, pas toujours en tout cas, c'est un élément, mais c'est pas l'élément le plus important. En fait, il est plutôt dû à un conflit de valeurs. C'est ce qu'on voit de plus en plus. L'écart entre ce qu'on croit juste et la justice organisationnelle, la justice au travail, elle est aussi quelque chose, qu'on a à travailler. Et ce que donc l'écart entre ce qu'on croit juste et ce que l'organisation valorise vraiment. Et là, quand il y a ce grand écart, ben, en fait, voilà, c'est là où apparaît le burn-out. En fait, notre corps, ne peut plus supporter ce grand écart. Voilà, et vraiment le pire, c'est quand la promesse n'est pas tenue, en fait. On va passer un petit peu à un nouveau chapitre Mmh. de cette conférence. Maintenant que les notions sont bien claires et qu'on a pu les insérer dans une vision globale, euh,
on va venir un petit peu plus sur le contexte dans lequel voilà, ces notions peuvent justement se confondre et se chevaucher, celui de la mutation des mondes entre l'entreprise Mmh. et enfin les entreprises et les associations. On observe en effet aujourd'hui que l'entreprise cherche à donner du sens. On en a parlé, hein, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, à promouvoir bien-être et mission. On parle justement d'entreprise à mission. Et pendant ce même temps, le monde associatif se professionnalise, adopte certains codes du marché. Alors, Mmh. comment tu interprètes ce glissement réciproque, en fait, mutuel? Bah, en fait, effectivement, c'est assez frappant ce qu'on vit et moi je l'ai vécu des 2 côtés, en Mm. étant dans des entreprises, dans le groupe industriel mondial, puis en conseil en transformation pour les entreprises, avec des institutions en logique qui sont très différentes. Hem, Effectivement, l'entreprise adopte les codes du sens. On l'a bien vu, mission, valeurs, impact, communauté, et c'est très bon qu'elle se pose ces questions-là ou qu'elle se les repose. Et le monde associatif adopte les codes de la gestion, des KPIs, la gouvernance, la mesure d'impact, la professionnalisation de nos associations et les frontières s'estompent. Après, bah, ce glissement, il répond à une pression de fond sur les 2 systèmes. Les entreprises, elles ne peuvent plus recruter et fidéliser si elles ne donnent pas du sens. Ça, on le voit de plus en plus. Les personnes se posent vraiment la question de quel est le sens de cette entreprise, quel va être le sens de mon travail avant de s'engager et de rester. Mm. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de jeunes qui travaillent 3, 4 ans dans un cabinet de conseil. Ils ne voient plus le sens et ils vont aller le chercher ailleurs. Euh, euh, voilà, et donc, et les associations, elles ne peuvent plus convaincre les financeurs sans démontrer leur efficacité. Chaque monde emprunte à l'autre ce qui lui manque. Et encore une fois, c'est pas mauvais dans une certaine mesure. Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, propose une version un peu, une troisième version. Ni le marché pur, ni l'assistanat, mais une économie traversée par la logique du don et de la gratuité. Et ça, c'est pas d'utopie, c'est ce que les économistes appellent désormais l'économie de la contribution, et que le statut d'entreprise à mission tente de formaliser. Et le monde associatif chrétien, il pourrait ou il devrait être le laboratoire de cette troisième voie, et c'est ce qui est en train de se faire de plus en plus. Après, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que en France, l'économie sociale et solidaire, elle représente quand même 10% du PIB. Il y a 14% de l'emploi privé. Et comme on le disait tout à l'heure, 1200 entreprises qui ont choisi d'être entreprises à mission. Et moi, j'ai une expérience qui m'a beaucoup marquée dans un hôpital, un gros hôpital, où on est venu nous demander de les aider à transformer le parcours patient vers plus d'efficacité, dans un milieu où il y a une forte vocation de soins. Donc il y avait un vrai défi, et le défi, il n'était pas technique, c'était de mobiliser des professionnels de santé engagés dans leur vocation, sans écraser cette vocation sous des logiques d'organisation, de flux, de KPIs. Et donc c'est vraiment l'école de la mission, de la tension entre la mission et la performance, mais qui est une très bonne école pour que les deux mondes se rencontrent. Est-ce que c'est une évolution positive, ce glissement réciproque, signe d'une plus grande maturité collective, ou au contraire, c'est enfin, une confusion des espaces qui fragilise la notion de vocation? Bah, en fait, les deux. Ça peut être les deux. Mm. Si la réponse, elle dépend de la sincérité et de la cohérence des démarches. Ce qui est positif, c'est que les organisations reconnaissent enfin pour certaines, parce que pour d'autres, elles l'avaient déjà fait depuis longtemps, la dimension humaine du travail, et que ça ne peut pas être ignoré durablement, que les valeurs sont des actifs stratégiques réels, que le sens produit de l'engagement mesurable. Et c'est un progrès réel, même si, encore une fois, beaucoup d'entreprises l'avaient déjà compris et essayaient de le faire vivre. Ce qui est fragile, c'est quand le discours sur la mission n'est pas suivi d'effet dans les pratiques quotidiennes et produit complètement l'inverse. C'est en fait, oui, cette raison d'être, on la met en avant, mais elle ne veut rien dire du tout. Et du coup, ça déclenche plutôt de la défiance, du désengagement, et qui est bien plus profond
que s'il n'y avait pas de promesse initiale. Donc la promesse initiale, c'est vraiment pire encore que la promesse qui est non tenue. Et voilà. Et puis il y a un risque d'emprise identitaire qu'il faut prendre quand même assez au sérieux. Quand la culture d'entreprise devient un système de sens total, avec ses rites, ses héros, son vocabulaire, en fait, elle peut créer carrément une dépendance. Ça fragilise les personnes. Moi, j'ai vraiment, ça me fait vraiment tilt quand j'entends des gens qui disent « Ah oui, mon entreprise, c'est une famille ». Ben non, en fait, l'entreprise, c'est pas une famille, même si elle en a certains attributs, et tant mieux. Mais en fait, non, l'entreprise n'est pas une famille. Elle a ses propres codes. Elle a une façon de se rencontrer. On peut parler d'amitié professionnelle, pas nécessairement d'amitié au sens où on le vit. Il n'y a pas de liens forcément familiaux. Et la tradition chrétienne l'a bien compris aussi, hein. Qui dit qu'il n'y a aucune institution humaine qui peut se substituer complètement à l'ancrage dans une identité qui soit plus profonde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la vocation est devenue un argument marketing au risque d'en perdre d'ailleurs la profondeur spirituelle ou existentielle? Ou d'engendrer un espèce de mélange des genres dangereux. On a commencé tout juste à en parler, aussi bien d'ailleurs pour le manager que pour les collaborateurs. La culture et les valeurs de l'entreprise devenant alors l'alpha et l'oméga des salariés eux-mêmes, avec le risque, pareil, on l'a effleuré un petit peu, hein, d'aller beaucoup trop loin dans l'emprise culturelle et managériale, notamment vis-à-vis des plus jeunes, mais pas seulement, mais en particulier des plus jeunes. Ah oui, c'est un risque qui existe vraiment, qui est vraiment réel. Il est parfois d'autant plus pernicieux qu'on le présente sous une forme qui est bienveillante. Le mot mission qu'on met partout dans le discours managérial, il produit deux effets. D'abord, bon, il vide le vocabulaire de sa substance, à force d'être utilisé partout. Et puis, les mots deviennent de la com plutôt que des engagements réels. Puis ensuite, ça crée aussi une obligation morale implicite. Si rejoindre notre équipe, c'est embrasser une mission bien plus large, bien plus grande que toi, alors travailler, normalement, devient presque une faute. En fait, on se dit, si c'est une mission qui est tellement grande, mais il faut que j'y sois à fond tout le temps. Et c'est ça qui peut aller un peu trop loin. Et c'est un mécanisme qui, malheureusement, on voit particulièrement dans certains secteurs qu'on n'aimerait pas le voir. Dans des startups, dans des ONG, dans le soin, dans l'éducation, où la dimension vocationnelle, elle est réelle, elle est encore plus forte, elle est encore plus présente, plus visible peut-être, alors qu'on se disait que c'était quelque chose qui est le plus profond. Mais elle peut être aussi vraiment instrumentalisée. Et on y trouve souvent des personnes qui sont très engagées, qui sont parfois peu payées ou moins bien payées que dans d'autres secteurs, qui culpabilisent de poser des limites, parce qu'en fait, c'est pas qu'un job. Et là aussi, on se trompe. La frontière saine est claire. On a besoin de cette frontière. L'organisation peut créer les conditions pour que les personnes trouvent du sens à leur travail, et c'est très bon, mais elle ne peut pas se substituer à leur recherche personnelle de sens. Moi, je suis toujours un peu effrayée quand j'entends des gens qui disent « je vais dans telle entreprise parce qu'elle va me donner du sens ». Non, l'entreprise ne donnera pas de sens, c'est moi qui vais aller le chercher. Elle va donner du sens au sens large, mais c'est moi qui vais devoir donner du sens à mon travail, à mon activité professionnelle. Ce sont des processus qui sont distincts. Et le premier relève du management, et le second relève plutôt du discernement individuel. Si on creuse encore un peu plus loin, est-ce que le monde professionnel et les entreprises n'ont-ils pas comblé une sorte de vide en proposant à leurs collaborateurs une mission ou un corpus de valeurs, notamment dans un monde sécularisé qui a perdu quasiment toute transcendance? Oui, c'est possible. Et c'est peut-être une des clés de lecture de ce qu'on vit aujourd'hui pour comprendre les dynamiques professionnelles actuelles. Les grandes institutions qui produisaient du sens collectivement, les institutions religieuses, mais aussi les partis politiques, les corps intermédiaires, même on pourrait parler de l'armée, ont perdu de leur emprise et ont perdu de leur influence, ont perdu de leur place, ont perdu de leur reconnaissance aussi. Et dans ce vide, l'entreprise s'est proposée comme un nouveau lieu de sens et d'appartenance,
un récit commun, des valeurs partagées, une communauté, une mission collective. Et c'est très bon. Enfin, moi, quand j'ai travaillé chez Saint-Gobain, j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça très bon dans la mesure où il m'était permis de vivre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et donc, bah, il y a effectivement une organisation avec une culture forte à laquelle on appartient vraiment. Ça ne nous empêche pas d'avoir une unité de vie avec notre vie personnelle. Et en fait, ce mouvement, il n'est pas illégitime en soi. Le travail, c'est un lieu naturel de sens. Il mobilise des compétences, il crée des relations. Encore une fois, on est appelé au travail, on a été créé pour ça. Il produit des résultats visibles. Le problème, c'est quand il n'y a plus qu'un seul lieu de sens, quand ça devient le seul endroit. Et puis plus encore quand il exige une appartenance totale, où on doit se donner complètement. Là, le don est démesuré, en fait. Il crée du coup une dépendance. Il y a une dépendance, exactement. Et puis les recherches en psychologie organisationnelle sont claires. Les individus les plus résilients sont ceux qui ont une identité qui n'est pas monolithique, qui n'est pas faite d'un seul bloc. Ils ont plusieurs sources de sens, plusieurs appartenances. Et c'est l'engagement associatif, c'est la famille, et c'est ça qui va faire qu'ils vont pouvoir trouver vraiment leur place dans l'entreprise et répondre à ce besoin de sens et s'intégrer vraiment. Ouais, Isabelle, tu me tends une perche incroyable pour que je puisse parler de l'étude IFOP que nous avions fait l'année dernière sur Mmh. l'impact social du scoutisme et qui l'a vraiment montré et qui a montré à quel point les anciens scouts étaient plus résilients que la moyenne des Français et avaient un niveau de bien-être, une bonne santé mentale d'une part, mais aussi étaient plus résilients dans leur vie professionnelle. Et donc ce que tu dis, le fait de ne pas être voilà, sur un système monolithique, mais qu'au contraire, il y ait une vie associative développée, une vie amicale, familiale, etc. Donc n'hésitez pas pour ceux qui suivent la conférence à aller voir les résultats de l'étude qui sont quand même assez bluffants et qui viennent justement bien illustrer, en tous les cas bien montrer ce que tu viens d'avancer. Alors, on va creuser encore un peu le sujet, peut-être pour répondre de manière plus personnelle aux enjeux de chacun. Quand justement, quand tout se mélange, ou en tous les cas, voilà, quand ça commence à être un petit peu flou pour soi, entre travail, mission, engagement personnel, comment fait-on pour discerner ce qui relève du métier, du rôle social et de l'appel intérieur? Mmh. Effectivement, c'est une bonne question et peut-être la plus concrète et la plus exigeante que je vois souvent revenir dans les accompagnements que je mène. Et pour moi, en fait, il faut regarder 3 niveaux d'analyse. Le premier, c'est le comportement, c'est le niveau cognitif et comportemental, mon action. Qu'est-ce que je sais faire? Comment est-ce que je fonctionne naturellement? Quelle est quelle est la façon de travailler qui me sied le plus? Comment les autres me perçoivent aussi? Et en fait, c'est peut-être le matériau de base. Qu'est-ce que je sais faire? Comment je sais le faire? Quelles sont mes compétences? C'est le matériau de base, mais c'est insuffisant évidemment. Le deuxième niveau, c'est de regarder, là où on est motivé et là où on a de l'énergie. Il y a la motivation, mais il y a vraiment qu'est-ce qui, quand je fais ce travail, me donne de l'énergie? Je n'en ressors pas épuisée, mais au contraire avec, très dynamique. Ben, qu'est-ce qui m'anime vraiment? Dans quel contexte est-ce que je suis vraiment au mieux de mon énergie? Qu'est-ce qui me pèse? Même quand je réussis, qu'est-ce qui est un moment lourd pour moi? Et puis après, le troisième niveau, il est plus profond. C'est vraiment l'identité et le sens. Qui je suis au-delà de mes compétences et de mes préférences. À quoi est-ce que je veux vraiment consacrer mon énergie et pourquoi. Et c'est là que le travail devient plus exigeant en fait et plus transformateur. Là, ça nécessite un peu plus de temps, un espace confidentiel et souvent de pouvoir échanger de ça, de se faire accompagner. En fait, c'est à qui je réponds et comment j'unifie ma vie. Comment je remets le scoutisme au cœur de ma vie. Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On parlait du TMLI tout à l'heure,
qui propose en fait aussi des parcours qui permettent d'aller regarder ces 3 niveaux, hein, de meilleure connaissance de soi. Quels sont mes mécanismes internes? Qu'est-ce qui se passe en moi dans la relation? Clarifier sa vocation professionnelle. Qu'est-ce qui m'anime? C'est quoi le sens qui me traverse? Et puis, ensuite, discerner où est-ce que je peux aller donner le meilleur de moi-même, dans quels endroits je ne confondrai pas mon ego, ce que je voudrais montrer de moi-même, et puis ma vocation, le sens qui me traverse, et comment je mets tout ça sous le regard de la Trinité. Et vraiment, la question, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres et comment? Et c'est ça qui va nous mettre sur la piste de régler cette question d'alignement entre qui je suis, ce que je sais faire, et voilà, qui je suis et ce que je sais faire. Je mettrai le site du TMLI pour ceux qui le souhaitent dans le chat, parce qu'en effet, enfin, voilà, c'est vraiment une proposition qui permet de creuser ces éléments-là. Alors, pour ceux qui traversent justement des périodes de tension, de désalignement, quand ce que je fais ne correspond plus à ce que je crois être appelé à faire, voilà, comment on accueille ces périodes-là qui sont justement pas faciles à vivre? Ouais. Alors en fait, c'est assez paradoxal. D'abord, elles sont inévitables. On en aura tous. Et c'est paradoxal parce que parfois, elles sont bonnes. Elles portent du fruit, en tout cas. C'est jamais facile à vivre, c'est inconfortable, mais elles portent du fruit, et elles sont à considérer pas comme des échecs, mais plutôt comme des signaux. C'est le signal qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, et en fait, c'est ce qui est le plus utile dans une trajectoire. Ceux qui seraient pas attentifs à ça, qui connaîtraient jamais ça, peut-être qu'ils perdraient des occasions d'aller porter du fruit ailleurs, d'aller se développer autrement. Et vous le savez tous, peut-être ceux qui nous écoutent, c'est que en fait, souvent, ça se traduit dans le corps. Qu'est-ce qui m'indique que je suis plus du tout au bon endroit, ou pas encore, ou que j'y suis plus complètement, alors que je suis entourée de la même équipe, qu'on est en train de faire le même travail ensemble, que finalement, je sens pas ce qui a changé. Mon corps me le dit. J'ai le nœud au ventre là quand je vais travailler, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai la mâchoire qui est hyper contractée. Mon corps me le dit. Et en fait, il y a ce qu'on appelle le job dissonance. Il y a quelque chose qui est l'écart entre ce que je suis profondément et ce que mon rôle me demande d'être. Mais parce que moi, j'ai changé, moi, j'ai évolué, j'ai mûri, ma vie s'est transformée, ma vie personnelle. Et donc, le mouvement sain, c'est pas de nier cette tension, mais c'est de la regarder et de l'accepter, de la situation. C'est pas de se dire: «Ben oui, non, en fait, j'ai un bon poste dans ce grand groupe, je devrais pas me plaindre, en fait». Heu, ni de s'y noyer non plus. Mais c'est vraiment de l'accueillir comme une information, nommer précisément, ce qui est la tension. Donc ça, le nommer, c'est en parlant, en échangeant, en se faisant accompagner éventuellement, et distinguer ce qui peut évoluer. Donc est-ce que moi je peux m'ajuster? C'est moi qui ai fait un écart pour plein de raisons. Est-ce que je peux me réajuster? Ou est-ce que c'est structurel et de toute façon, c'est plus le lieu pour moi? Je décide, de rester, et d'agir, ou bien, de l'intérieur, ou de partir et d'agir ailleurs. Parce qu'il y a quand même rien de pire que de se dire: «Je suis dans un endroit où je ne peux plus donner le meilleur de moi-même, où ma vocation professionnelle est étouffée». C'est mauvais pour moi, mais en fait, notre vocation, elle est utile au monde, elle est utile aux autres. Quand on peut plus la mettre en œuvre, alors c'est que c'est plus le bon endroit. Ça veut pas dire que l'endroit où on est mauvais, que les personnes avec qui on travaille sont mauvaises. C'est peut-être qu'il y a un moment, l'histoire, que j'ai vécue avec cette entreprise, avec ce poste, avec cette responsabilité, est terminée, qu'il faut que je passe à autre chose. Et voilà, saint Jean de la Croix, il décrit, les périodes de nuit obscure. Alors ça va un peu loin, on est peut-être pas forcément là, mais c'est des moments où nos appuis habituels s'effondrent. Et alors c'est pas des signes d'échec, c'est vraiment des invitations à approfondir. Sainte Thérèse de Lisieux, dans sa petite voix, elle rappelle que dans les périodes où on peut plus faire de grandes choses, en fait, c'est notre qualité de présence. C'est l'amour dans les actes ordinaires qui va permettre de conserver une valeur entière.
Justement, dans ces périodes-là, est-ce qu'il y a des outils ou des démarches de discernement que tu nous recommandes? Ça peut être des lectures, un accompagnement spirituel, un mentor, enfin, des retraites, un coaching, etc. Alors, quels sont les bons conseils? Bah, tout ça, tout ce que tu viens de dire, tout ça, accompagnement spirituel, mentor, retraite. Après, voilà, enfin non, mais je plaisante, mais c'est vrai, de pouvoir, se faire accompagner, c'est bon. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même? Bah, c'est déjà relire ce qu'on vit. On est trop habitué à une vie qui va à 100 à l'heure, à regarder, nos téléphones, et à passer d'une chose à une autre, sans vraiment prendre ce temps de relecture. Prendre du recul sur ce qui s'est joué. Qu'est-ce qui s'est joué dans ma relation aujourd'hui? Dans la façon dont j'ai fait mon travail? Est-ce que j'ai vécu ma vocation professionnelle? Est-ce que je l'ai offerte? Est-ce que, j'ai vraiment offert le meilleur de moi-même? C'est-à-dire ce qui a été déposé en moi? Est-ce que c'est bien, ça qui a parlé, ou est-ce que c'est mon ego qui était aux commandes? Et sur qui j'étais centrée dans toute cette, journée? Sur moi? Sur l'autre? Ce qui est pas forcément mieux, hein, ou sur la relation? Et puis ces prises de recul, elles nous permettent de mieux nous connaître et de plus en plus discerner quand on est en train de prendre, de dérailler un peu, de sortir de sa voie. Voilà, après, être accompagné spirituellement, je pense que c'est essentiel, même, quand on parle du travail, parce qu'on cherche cette unité de vie. Heu pouvoir, aussi, ben, se faire coacher dans des moments où, on a besoin que quelqu'un nous aide à prendre conscience de là où on est et se mettre en action, parce que c'est ça l'action du coaching. Hem, et je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'endroits qui proposent des cycles de formation, des parcours. On a cité le TMLI, mais il y a aussi le parcours Zaché aussi qui permet de mettre, son travail sous le regard de la Trinité. Oui, et on a demain soir aussi, la 6e session de notre, parcours sur la doctrine sociale de l'Église qui porte justement sur travail, économie et bien commun, et donc en t'écoutant, je me suis dit qu'il y aurait certainement des ponts. Mmh. Donc ça peut être aussi une autre marche. Alors j'ai ouvert le chat pour ceux qui souhaitent poser des questions à Isabelle, qui souhaitent, voilà, avoir des précisions. Juste avant cette dernière question de conclusion, quel message essentiel tu aimerais, apporter à ceux qui nous écoutent et qui cherchent justement à concilier mission, vocation et profession, et voilà, dit autrement, qui cherchent cette unité de vie, cet alignement? Mmh. Hem, déjà le travail de relecture dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est utile de faire rentrer dans sa vie. De 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 vraiment se poser ces questions à l'aune de, mission, vocation, profession, fréquemment. De pas le laisser de côté et de se dire: «Je vais faire ça, 1 fois par an dans une retraite». C'est pas difficile de se prendre un petit temps, de se dire: «Bah, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui, cette semaine?» Et ça donne beaucoup d'éléments. Quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais c'est écouter son corps. On met souvent ça de côté, on intellectualise beaucoup les choses, mais en fait, notre corps nous dit, ce qui se passe. Quand, je suis désalignée, quand, mon intelligence, mon cœur, mes idées, mes émotions sont désalignées, c'est mon corps qui souffre. Donc c'est un très, très bon indicateur et on l'a sous la main, ça tombe pas mal. Et puis, bah, mon troisième conseil, c'est vraiment de chercher à faire la volonté du Père, heu, à ce qu'il a voulu pour nous, à imiter le Christ en se disant: «Mais qu'est-ce que qu'est-ce que le Christ ferait dans cette situation-là?» Et puis à inviter l'Esprit Saint à nous donner la force et nous donner l'audace de nous dépasser pour chercher, cette unité de vie, qui nous est si, précieuse. Mmh. Un grand merci Isabelle, Merci. pour tes propos éclairants et passionnants sur le sujet. Et nous avions donc une petite question, que j'ose poser ici. La prière scout travailler sans chercher le repos n'est-il pas parfois difficile dans les périodes de désalignement? Alors ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée, Lucie, parce que moi aussi, elle me pose question. Donc ça va être une colle pour Isabelle. Je suis Ah ouais. désolée, Isabelle. Non, non, mais hem, je pense que en tout cas moi, comme ça, c'est comme ça que je l'interpréterais. Heu, Travailler sans chercher le repos,
Je dirais c'est le repos du cœur. C'est sans chercher ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se reposer, dormir, mais c'est garder cette ouverture du cœur. C'est se dire, en fait, tout ce que je vis travaille en moi et produit du fruit et ne pas fermer son cœur. En tout cas, moi, je me suis toujours dit que c'était ça que ça voulait dire. Et heureusement, c'est pas une question uniquement de, de ne jamais cesser. Ce qui parfois, et ce qu'on disait tout à l'heure, est mal interprété comme mon travail est pour une mission plus grande que moi, je dois jamais m'arrêter. Mais si, mais garder mon cœur ouvert à ce que le Seigneur vient déposer et à quoi il va m'appeler demain. Je ne sais pas si ça Oui. répond à votre question, mais Et, voilà comment je l'interpréterais. et je compléterais, ne serait-ce que pour pouvoir être en capacité de continuer à donner, Mm. parce que si on s'épuise, on n'a plus grand-chose à donner à la Ah fin. oui, oui. Plus rien à faire, absolument. Mm. Isabelle, un immense merci pour cette conférence passionnante. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et vous dis à bientôt pour une nouvelle conférence du RASO. Bonne soirée à tous, Merci bonne soirée Delphine, Isabelle. merci de m'avoir donné Merci, l'occasion de parler de ce sujet qui me passionne et à très bientôt. Au revoir. je comprends. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.